la difficulté... Donc c'est la complémentarité, faire routage sur certains tronçons, etc. Faire routage, déroutage, enfin tout ça. Mais il faut mettre en place des choses, c'est pas facile. Le marché n'est pas de même nature que sur le transport de voyageurs. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la voiture, parce que ça frappe tout le monde, ces voitures de demain. Vous nous dites qu'elles seront plus légères, vous nous dites qu'elles seront modulables, ou en tout cas, on aura des voitures adaptées, c'est pas modulable, on aura des voitures adaptées à des missions particulières, une voiture légère et peu performante, entre guillemets, pour la ville et pour aller au travail, une voiture plus luxueuse et plus performante pour partir en vacances. Et vous dites que sur le mode, le rapport matériel, le rapport juridique à la voiture va changer. On ne sera plus forcément propriétaire de sa bagnole. Le rapport à l'objet va changer. Ce qu'on voit, ce sont des très très grandes permanences. Je voudrais juste donner un chiffre. Bon, les lois de la physique et de la mécanique sont les mêmes de ce côté de l'Atlantique et aux États-Unis. Et pourtant, le moteur moyen en Europe, c'est 1,7 litre et c'est 3,7 litres aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il n'y a pas plus de besoin de puissance. C'est pas un grand succès en ce moment, 3,7 litres. Ça reste aujourd'hui l'essentiel des ventes, même si effectivement aujourd'hui ça commence à poser problème, ça reste l'essentiel des ventes. Donc pour moi ça c'est cette très très grande stabilité qui est en train de s'effriter. Aujourd'hui, de facto en Europe, ou en France, on a des voitures qui sont très puissantes par rapport aux besoins réels. Le moteur thermique est très très mal utilisé. Il faut savoir qu'un moteur thermique actuel est utilisé entre 10 et 20% de sa puissance, la quasi-totalité du temps. Donc on a un moteur qui est surpuissant par rapport à l'usage. Donc aujourd'hui on saurait tout à fait, je dirais, diminuer par 2 la consommation, c'est techniquement extrêmement facile, et on n'a pas besoin de puissance supplémentaire, si on savait simplement limiter les performances qu'on demande à son véhicule. Et pour moi, et c'est d'ailleurs ce qui fait principalement l'engouement pour le véhicule électrique, c'est qu'aujourd'hui, le marché ne paraît pas prêt à diminuer cette prestation pour les véhicules thermiques, alors qu'il le paraît plus prêt pour un changement, par exemple, pour des véhicules électriques. Alors, on va demander la salle des questions dans une seconde, donc vous pouvez déjà y réfléchir, mais ça, sur la voiture électrique, parce que c'est quand même un petit peu le serpent de mer de l'automobile en France et dans le monde. On s'est amusé dans une émission qu'on a fait sur la voiture électrique à ressortir un petit peu toutes les époques et tous les salons d'automobile au cours desquels des constructeurs, PSA ou d'autres, venaient de dire que la voiture électrique était pour demain. Et on est remonté très loin dans le temps, elle était toujours pour demain. Et on ne l'a jamais vu arriver. Donc là, est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que c'est encore une façon de nous faire attendre? Je ne crois pas que ce soit une façon de faire attendre qui que ce soit. La voiture électrique, d'abord, il faut qu'elle corresponde à une attente de nos clients. Et on a eu une offre extrêmement forte de véhicules électriques. Les Français ont été tout à fait en pointe dans les années en 95, de 95 à 2000. La France était quand même le pays qui avait l'offre véhicule électrique la plus réaliste qui existe, avec 3 marques, 3 constructeurs, des véhicules qui étaient à peu près bien adaptés quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose qui est toute simple, c'est que les clients ne les ont pas achetés. On dit il n'y a pas eu d'offre de voiture électrique, c'est pas vrai. Il y a eu une offre, mais il n'y a pas eu de clients. Alors il n'y a pas eu de clients, pourquoi? Parce que je préfère poser la question de cette manière-là. La voiture électrique, c'est avant tout une voiture qui doit avoir des clients. Que ce soit des clients de flotte, d'administration, que ce soit des clients particuliers, parce que l'automobile est ainsi faite. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas venus? Pour 2 raisons. D'abord parce que ça coûte cher. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, le prix des batteries, grosso modo, représente grosso modo la moitié du prix d'une voiture équivalente. C'est-à-dire que quand vous avez une voiture à 10 000 €, si vous voulez la rendre électrique, il va falloir mettre 5 000 € de batterie à l'intérieur. Donc vous multipliez par 1,5 en passant de la voiture thermique à la voiture électrique. Ce sont des ordres de grandeur que je vous donne. On peut avoir des débats d'experts en plus ou moins 5%, mais l'ordre de grandeur est là. Donc ça, premier écueil pour la voiture électrique, c'est le coût des batteries. Deuxième écueil pour la voiture électrique, c'est le sentiment d'insécurité au point de vue continuité du service qu'elle inspire à ses utilisateurs. Parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution. Non, pas sur le plan de distribution, sur le plan de l'usage. Sur le plan de l'usage et de la recharge. Si vous voulez, il y a un truc qui est tout simple, on sait très bien que l'usage urbain et périurbain de la voiture est
ordre de grandeur 30 km. On sait très bien que les voitures que nous avons commercialisées étaient en ordre de grandeur aux environs de 80 km d'autonomie. Donc il y avait compatibilité parfaite. Par contre, il y a un sentiment qui est clair, qui est le sentiment que vous auriez si tous les matins avec votre voiture d'aujourd'hui, vous partiez avec le témoin de réserve allumé. C'est la peur de manquer, quoi. C'est la peur de manquer. Et cette peur de manquer est quelque chose qu'il faut arriver à vaincre, parfois, par de l'infrastructure. Parce que ça veut dire quoi? C'est que si on veut que la voiture électrique se développe, ça veut dire que tous les clients, tous les utilisateurs de ces voitures, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils se trouvent à un endroit où ils vont pouvoir biberonner, excusez-moi le terme, mais biberonner un peu d'électricité, de manière à reconstituer en permanence leur capacité de déplacement. Automobile, ça veut dire autonomie et ça veut dire mobilité. La mobilité, on l'a toujours, à condition d'être autonome. Et cette autonomie, on ne l'a qu'à condition d'avoir une infrastructure. Et ça, vous dites, ça dépend des pouvoirs publics, mais totalement de vous. Ça ne dépend pas que des pouvoirs publics. Je crois que non, je ne voudrais pas prendre dans un débat entre pouvoirs publics, constructeurs, équipementiers, etc. C'est pas le sujet. Vis-à-vis de ce débat-là, je pense que, pour moi, il y a une opportunité qui est extraordinaire en ce moment, c'est qu'à la suite des États généraux de l'automobile, dont on peut dire du bien ou du mal selon ce que l'on veut, peu importe. Il a été mis en place un certain nombre de commissions de gens qui doivent réfléchir ensemble à l'automobile. Et si vous voulez, je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour la France d'avoir des tables rondes, d'avoir des réels dialogues entre constructeurs, entre équipementiers, opérateurs, pouvoir public. Je crois que là, on est vraiment, et que c'est ça la chance extraordinaire qu'il y a avec la crise que nous vivons. Je crois que s'il y a un message que je voudrais passer, c'est vraiment le fait que nous avons une occasion unique. Cette occasion, excusez-moi de développer un petit peu, cette occasion, en France, nous ne l'avons jamais saisie. Nous ne l'avons jamais saisie à travers un phénomène qui est tout simple. C'est qu'en France, il y a 2 constructeurs nationaux. Et il y a, excuse-moi Guillaume, un grand équipementier, et donc finalement les acteurs du monde automobile sont relativement peu nombreux, et moins on est nombreux, moins on dialogue. Vous savez que quand vous êtes à 2, le dialogue il peut être total ou il peut être nul. Ça se confirme tous les jours dans les couples. Voilà. Si vous prenez notre voisin d'Outre-Rhin, ils ont beaucoup plus de constructeurs, ils ont donc beaucoup plus de raisons de vouloir discuter avant, de se mettre d'accord, de manière à avoir un poids vis-à-vis de l'évolution de l'automobile. Et c'est ce que j'appelle, moi, de mes vœux aujourd'hui, vraiment, suite à la crise que l'on vit aujourd'hui et suite aux États généraux de l'automobile, c'est qu'effectivement, l'ensemble des acteurs se mettent ensemble pour prévoir ensemble un futur de l'automobile depuis la France. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Vous restez avec nous et on va